Comme tu sais, en septembre, je vais organiser cette exposition de design où, pour la première fois, j'aimerais présenter aussi des projets qui sont issus d'agences de publicité. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est la suivante. Donc quelle est la place de la pub, à ton avis, dans une exposition de design? Et le design fait partie intégrante de la publicité. Dans notre groupe, mais comme dans beaucoup d'autres groupes dans le monde, le design a une place de choix. Et notre société de design couvre une trentaine de pays dans le monde. Et elle est intégrée, en plus de ces agences spécialisées, Conrad à Londres et quantité d'autres dans le monde, en plus de ces agences spécialisées, dans chacune de nos grandes agences, il y a des mini-équipes de design. Au début, et le produit, au début, et le verbe, dit la Bible. Mais dans notre métier à nous, au début est le produit. Un produit sans design n'est plus un produit vendable, puisque finalement, c'est le contenant qui fait vendre le contenu. Et on a beau toujours dire que la publicité, ce n'est que de la forme, certes, mais c'est la forme au service du fond. Et rien ne peut commencer dans une agence sans que le produit n'a pas été mis au mieux de lui-même, et parfois même redessiné quand il n'a pas l'ergonomie ou l'esthétique qui peut plaire au marché. Et puis surtout, plus un produit vieillit, car nous sommes dans une phase de vieillissement des produits. Il y a des produits extrêmement jeunes qui sont en train de bouleverser le marché. Il y a les vieux produits, Coca-Cola qui fête bientôt ses 150 ans, je crois qu'il est à 130, et toutes les grandes marques américaines qui, elles, sont des produits vieillissants. Plus le produit vieillit, plus il faut soigner l'emballage, plus le design est inhérent à la communication. Merci. Maintenant, on va faire un exemple. Donc, quel serait à ton avis un objet ou un projet issu d'une agence de publicité qui pourrait être exposé, par exemple? Pourquoi ce projet? À quoi tu penses dans une expo de design? Qu'est-ce qu'on pourrait exposer concrètement? Un exemple. Mais j'exposerai plusieurs choses. J'exposerai d'abord, dans un écran de télévision, l'influence du design sur l'esthétique publicitaire. Une série de films, à la limite d'ailleurs, je couperai le son, puisqu'il s'agit de juger les images, où l'on voit combien, par exemple, j'arrive des États-Unis. La mode aux États-Unis, c'est de faire des films stroboscopiques sur les voitures. C'est-à-dire, il n'y a pas plus intrusion du design dans le spot possible. Autrement dit, on prend une image qui se développe, qui se catalyse, qui se reconstitue. C'est du design à l'état pur. Et il y a tellement d'exemples dès qu'on arrive dans le dessin animé, pas le dessin animé à la Walt Disney, même si c'est quand même le plus beau design du monde pour les enfants, mais dans des designs extrêmement de dessins extrêmement modernes, extrêmement différents, extrêmement travaillés, on entre aussi dans les catégories du design. Et puis, il y a tellement de films, et tous les films de mode, qui jouent sur l'esthétique avant tout. L'histoire n'est que le faire-valoir d'une propension à l'esthétique. Tout ça est du design. Et puis ensuite, j'exposerai, pour moi, le plus bel objet du design, il est là. Voilà, j'exposerai ce lion. Oh, il aurait pu être mieux dessiné. Mais pour moi, le design n'est pas aussi que la beauté du dessin. Ce qui compte dans le design, c'est son symbole. Ce lion-là, il signifie que dans sa catégorie, l'automobile, la chimie ou autre, le film ou l'œuvre qui a été réalisée par un publicitaire a été, de par le jugement de l'ensemble de ses pairs, a été dénommé le meilleur job de l'année. Parce que je pense que le design doit avoir ses récompenses. Il y a d'ailleurs des prix de design à Cannes, mais il n'y a pas aujourd'hui de prix publicitaire sans que le design y ait mis sa main. Bon, maintenant on va parler de la publicité plus en général. Si tu devais faire, si tu devais, on va dire, trouver des différences entre la publicité et l'art, qu'est-ce que tu dirais?
s'il y en a pour toi? La publicité est art. Mais de toute façon, je pense que l'art est partout. Dès qu'il descend dans la rue, il se mêle à notre vie. Et chacun aujourd'hui est une œuvre d'art, puisque nous sommes passés d'une société de masse à une société de personnes. Et que chacun aujourd'hui essaye d'exprimer sa créativité déjà par son propre design, par sa propre attitude, sa façon de s'habiller, de se coiffer, de se mettre en valeur. D'ailleurs, plus que jamais, les Occidentaux essayent de trouver chacun sa propre caractéristique. C'est la barbe. La barbe n'est rien d'autre qu'une façon de dire, de se rendre différent. C'est la coiffure, c'est le piercing, et ça va jusqu'à toutes les chirurgies esthétiques qui essayent de mettre son corps au mieux de soi-même. C'est Faust, SOS, Faust revient. Donc tout ça, c'est une sorte de design personnel. Mais au niveau de la publicité, il y a les arts premiers qu'il faut mettre en haut de l'affiche, la sculpture, la peinture. J'étais au Guggenheim hier, j'en reviens encore avec plein les yeux. Je l'ai vu 30 fois, mais chaque fois c'est un renouvellement, c'est un éblouissement. J'ai une petite jumelle qui avait 14 ans et je les regardais et elles étaient là, elles maugréaient et tout d'un coup il y avait une toile qui les attirait, elles allaient se coller sur la toile comme si elles allaient l'embrasser. C'est un plaisir fou et elles ne se trompaient pas en plus. C'était curieusement la toile que j'avais aussi préférée, que j'avais choisie et ma femme aussi avait eu le même sentiment. Et elles étaient portées comme ça vers cette toile. Donc il y a cette espèce d'attirance folle qui est, pour moi, la grande première valeur de l'art. Donc, au-delà de ces arts premiers, il y a des arts seconds. Les médias sont des arts seconds. La télévision est un art. La presse est un art, ne serait-ce que la presse de l'écriture. D'ailleurs, il y a combien de grands écrivains qui ont été des journalistes et de grands journalistes qui sont devenus de grands écrivains. Tout ça, c'est la même plume, c'est le même stylo, ce sont les mêmes mots. Et la publicité, elle a la chance incroyable de réussir à être un concentré de tous les arts, puisqu'elle est d'abord la musique, il n'y a pas de pub sans musique, elle est évidemment le cinéma, donc elle est l'image, donc elle est la peinture, elle est évidemment le texte, donc elle est la littérature, elle est la sculpture, et c'est justement le design. Et je peux presque dire qu'elle est la danse, puisqu'il faut faire aujourd'hui danser tout ça ensemble. Donc, on ne peut pas trouver plus grande expression artistique que la publicité. Et le reproche qu'on lui fait, c'est de dire, oui, mais la publicité est faite pour vendre. Oui, mon métier, c'est créer pour vendre. Mais vous pensez que Picasso peignait pour autre chose que pour vendre? Moi, j'ai suivi la carrière de Picasso, puisque j'étais dans sa ville, à Perpignan. Je peux vous dire qu'il n'avait que le mot, à l'époque c'était des francs, c'était pas des euros, que le mot franc aux lèvres quand on venait lui acheter une toile. Et c'est la moindre des choses. Avant d'entrer au cinéma, qui est un acte culturel, on paye sa place. Tout acte culturel est un acte de consommation. Avant d'entrer dans un musée, on paye sa place. Et c'est la moindre des choses. Donc cette espèce d'hypocrisie judéo-chrétienne qui nous dévore, nous les Français, nous les Latins, parce que les Espagnols et les Italiens sont à peu près du même tabac, qui fait que nous essayons de salir la publicité par son côté commercial, alors que tout art est commerce et que tout commerce doit être un art. Il faut inverser la proposition. Comment vois-tu la publicité de demain, de la prochaine décennie? Est-ce que tu penses qu'elle va être différente par rapport à la publicité d'aujourd'hui? Comment tu vois l'évolution de la publicité? La révolution dans la publicité est toujours technologique. Au début, la publicité a été écrite, c'était des petites annonces. Charles Havas, l'inventeur de la publicité, d'où la gloire que je ressens à être un des fils d'Havas, comme tous les gens qui travaillent dans cette agence. Au début, donc, la publicité n'était que l'écrit. Et d'ailleurs, c'était des écrivains qui rédigeaient les slogans. C'était Cocteau, c'était Sacha Guitry, c'était tous les grands auteurs du moment. Et puis est arrivée la radio. En 1920-1930, la radio commerciale. Et la publicité a fait un saut en avant parce que tout d'un coup, elle a parlé. Elle ne faisait que dire, elle a parlé. Puis est arrivée la télévision. Très tard, 68. Et tout d'un coup, elle s'est mise à bouger, elle s'est mise à vivre.
Puis est arrivée la plus grande révolution qui est connue, la communication, la plus belle idée depuis l'invention de la communication, le net, qui lui a permis le partage. Car la publicité, jusqu'à ces 10 dernières années, n'était que de la propagande, puisque nous assignions des messages dans la tête des gens sans qu'ils aient un droit de réponse. J'étais un petit Goebbels sans le savoir, sinon j'aurais changé de métier. Aujourd'hui, le net a redonné la parole aux consommateurs. Et nous sommes passés de la dictature de la communication, qui était une sorte de dictature de la consommation, parce que à coup de tapis de bombe, de spot du journal de 20 heures, nous imposions des marques au public, à la démocratie participative de la consommation et de la communication. Autrement dit, la publicité, c'est public. L'avenir de la publicité, ce ne sont plus les publicitaires, ce sont les gens. Et le français fait toujours bien les choses. Dans publicité, il y a d'abord public. Et je pense que le jour viendra où il y aura toujours des agences de publicité, parce qu'on aura toujours besoin de la technologie, mais il n'y aura pratiquement pas un spot qui ne se fera pas sans la participation active du public. Mais ça, ce n'est que la technologie. C'est quoi la publicité? C'est l'idée. Alors, on dit toujours la publicité, c'est d'avoir des idées. Non. La publicité, c'est la grande difficulté de notre métier, c'est d'avoir l'idée, celle qui va faire vendre. Parce que les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et mon métier à moi, le métier de tous les créatifs, c'est de porter sur les fonds baptismaux ce petit bébé idée qui commence à naître, qui ne sait pas très bien ce qui va arriver, et qui, si on l'élève bien, si on lui donne les moyens nécessaires, va devenir une grande campagne qui va permettre à une marque de devenir une grande marque et de rayonner à travers le monde. Bon, pour terminer, j'aimerais te lire une citation de Pasolini et voir un petit peu qu'est-ce que tu en penses. Donc c'était un article qu'il avait écrit en 1973 dans le Corriere della Sera, et il parlait du slogan. Peut-être que tu connais certainement cet article. Il dit: le slogan doit être expressif pour impressionner et convaincre. Mais son expressivité est monstrueuse parce qu'elle devient immédiatement stéréotypée et qu'elle se fixe dans une rigidité qui est le contraire même de l'expressivité, éternellement changeante par essence et offerte à d'infinies interprétations. Donc, la question que je voudrais te poser, est-ce que tu penses qu'une publicité qui soit vecteur d'expressions multiples et d'interprétations multiples est possible? Bien sûr. J'adore Pasolini. Maître, je ne me permettrai pas de le critiquer, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Le slogan, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et c'est fait pour ça. Parce que la publicité, elle est fugitive. Justement parce qu'elle est multiple. Et encore plus multiple à l'ère du net où la propagation est universelle et instantanée. Et le grand problème d'aujourd'hui, c'est dans cette multiplication de ce tsunami de messages qui nous accable toute la journée, d'essayer à protéger la cohérence des marques. Et la seule façon de protéger la cohérence, c'est d'avoir un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, c'est justement le slogan. Il peut être plus ou moins souligné, il peut parfois même disparaître d'une annonce puis revenir dans une autre, ça n'a aucune importance. Il est l'ADN de l'entreprise. Et un bon slogan est celui qui arrive à résumer non pas le produit, mais l'âme, c'est-à-dire la marque. Et c'est cette permanence de la marque à l'intérieur de chaque expression publicitaire qui va créer la cohérence et la concordance. Notre règle de 3 est une règle de 3C, la cohérence, la concordance, la créativité. C'est elle qui va mener le monde. Et donc, que l'on ne veuille ou pas, la publicité ne changera jamais. Elle a été, elle est, elle sera d'avoir l'idée. Bon, merci Jacques.